réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Le chef du service de police de la Ville de Montréal, Fadi Daguerre, a reçu plus tôt ce mois-ci le titre de diplômé émérite lors du gala Luminescence organisé par HEC Montréal et l'Association des diplômés de l'école. C'est une distinction qui est impressionnante et qui salue son sens du leadership. Monsieur Daguerre est en studio pour en discuter. Monsieur Daguerre, bonjour. Bonjour, Monsieur Quentin. Monsieur Daguerre, vous avez été heureux de recevoir cette distinction. Surtout surpris. Je m'y attendais pas, comme j'avais mentionné au responsable de l'événement, que le milieu scientifique souligne mon apport. Honoré, franchement honoré. Ça fait par contre, j'ai fait mon exécutif MBA en 2010 et depuis, à chaque année, je m'investis avec HEC pour donner des cours de leadership une fois par année au groupe de EMBA. Donc ça fait 14 ans que je les supporte, mais qui m'ait renvoyé l'ascenseur de cette manière-là, ça m'a touché. Qu'est-ce qui fait un bon leader, M. Daguerre? Mais je pense qu'il y a un apprentissage que j'ai eu justement dans cette période-là, des profs que j'ai eus, de grandes renommées. Il y a quelques phrases qui m'ont beaucoup marqué. La première phrase, c'était de Laurent Lapierre et de Cyril Sardet. On gère comme on est. Je pense que les grands leaders, je pense que c'est important de rester authentique. Oui, on peut s'améliorer, on peut grandir, mais changer, c'est difficile. Donc, rester qui qu'on est, gérer comme on est, le reconnaître en humilité, avec des erreurs et des forces et des faiblesses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est liberté. Liberté. Liberté de penser autrement, liberté de pouvoir penser en dehors de la boîte. Et je pense que c'est quelque chose que les grands leaders... Oui, on peut suivre un certain conformisme. Vous savez, je suis chef de police, puis Dieu sait qu'il y a du conformisme, du paramilitaire, une pensée beaucoup plus unique dans la police. Mais justement, pour qu'on soit différent, qu'on fasse les choses différemment et avoir des résultats différents, il faut penser en dehors de la boîte. Il faut avoir la liberté de pouvoir le faire, l'espace, la plateforme de pouvoir le faire. Et je pense qu'il y a cet aspect-là chez les grands leaders de pouvoir penser autrement. Et du coup, on amène des solutions que peu de monde, ou le monde ne prend pas le temps d'y penser. C'est difficile, vous l'avez mentionné, là, dans des institutions comme les corps de police, des institutions assez conservatrices, apporter des idées neuves, changer les façons de faire, procéder à ce qu'on peut appeler à quelque part un changement de culture. C'est un gros défi. Puis je me souviens quand vous avez, au début de votre mandat, vous êtes allé dans des centres pour itinérants, vous avez passé la nuit là-bas. Il y a eu toutes sortes de bruits que ça faisait pas l'unanimité au sein de votre service. Là. Bon, oui, il y a eu des réactions. Puis c'est des réactions humaines normales lorsque vous voulez amener un changement. Je parlais auparavant. Mais juste, je vous interromps un instant. Oui. Je vous raconte ça, puis vous riez. Oui. Pourquoi vous riez? Ça n'a pas été très dur à vivre, à quelque part? Non, justement, si vous avez vu des anciens reportages quand j'étais à Longueuil, puis même avant, plus ça froisse, plus ça surprend, plus je détecte qu'il y a un changement nécessaire. Et je me dis, OK, il y a quelque chose qui se passe. La personne ne peut ne pas m'aimer ou mon style, c'est correct. Puis par contre, on va se respecter. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Et là, je me dis, OK, il y a tant de résistance, il y a quelque chose. Bon, c'est quoi? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce qu'une partie de ce que je fais n'est pas bien? Je vais la réparer. Mais il doit y avoir une racine, il y a quelque chose que je suis en train de toucher qui a un besoin d'être changé. Et c'est pour ça que je souris. Parce que je suis habitué à la résistance, je suis habitué à la méfiance. Mon père, il disait « méfiance partout, courage nulle part ». Alors, plus il y a de la méfiance... Méfiance partout? Non, mais méfiance partout, oui. Courage nulle part. Et pour moi, c'est des mots, c'est des états d'esprit des gens qui m'interpellent et je me dis « il y a quelque chose à changer ». Bon, bien sûr, je ne suis pas non plus maso. Je fais attention à devoir m'accompagner, des stratégies que j'utilise pour pouvoir y arriver. Et parfois, je le fais à compte courant, parfois, j'attends le bon courant. Mais oui, ça me fait sourire parce que
Quand je suis allé dans le milieu d'itinérance, lorsqu'on a changé notre orientation avec le Thin Blue Line, beaucoup de choses qu'on met de l'avant présentement, qu'on la met à Longueuil, qu'on le met ici, que j'avais fait à Saint-Michel. Le train commun, c'est résistance, c'est non, on n'en veut pas. Par contre, il y a un vocabulaire que je suis en train de changer, puis je ne le change pas parce que je veux faire plaisir, mais c'est vrai, il ne faut pas parler de changement de culture. Je pense qu'il faut parler de l'adaptation de la culture. Parce qu'il y a une partie de l'ancienne culture qui est bonne. Elle est bonne. Et justement, c'est notre héritage. Puis c'est les anciens qui m'ont parlé de ça. Des anciens chefs de police, des anciens policiers. C'est Fadi, quand tu parles de changement de culture, c'est comme si nous, en 70, en 80, en 90... On faisait tout croche. On était tout croche. Puis savez-vous quoi, ils ont raison. Je dis, vous avez absolument... Il dit, par contre, parle d'adaptation. Parle que ça évolue tellement que tu veux t'adapter, tu veux l'adapter, ta force policière. On est all in. Puis ils ont absolument raison. Donc, il faut faire attention dans les mots qu'on utilise quand on parle de changement de culture. Et je suis le premier à l'avoir dit souvent. Et du coup, j'en parle avec mon état-major, avec mes cadres. Il ne s'agit pas d'un changement profond. Il s'agit d'une adaptation profonde. On s'adapte au changement dans la société, puis il y a des choses qu'on n'a pas bien fait. Différents, bien sûr. On doit absolument faire autrement. Puis il y a des choses qu'on fait super bien. Il faut absolument les garder. Très intéressant, cette distinction entre les deux. Est-ce que vous trouvez que depuis que vous êtes en poste, ça fait combien d'années? 2 ans. 2 ans. Est-ce que vous êtes content du progrès accompli sur ces enjeux-là, très précisément de ce qu'on va appeler maintenant l'adaptation de la culture? Est-ce que je suis content sur le mouvement? Oui. Je pense que même après 7 ans de mandat, je pense qu'il restera beaucoup à faire encore. Justement, ça change tellement vite que mon prochain ou ma prochaine, j'espère qu'il va pouvoir continuer à vouloir adapter. Mais moi, le mouvement, le déclenchement du geste vers le mouvement, vers l'adaptation, je suis extrêmement content. Non, mais franchement, M. Quentin, quand j'y pense, en 2 ans, c'est incroyable. Ah oui? Oui. Il y a énormément. Concrètement, pouvez-vous donner un ou 2 exemples? Très, très, très concrètement, tout à l'heure, je vous ai parlé de Thin Blue Line. Oui. 27... Rappelons ce que c'est là, pour les gens peut-être qui sont moins familiers avec ça. Alors, c'est un signe de solidarité pour les policiers et policières décédés en devoir pan-nord-américain. En 2014-2016, il a été contaminé par le Ku Klux Klan. Les chefs du Ku Klux Klan le portent présentement. Okay. Bon, maintenant, avec le retour de M. Trump, je m'attends à ce que ça continue. Du coup, on a réalisé comme service de police à Montréal, attends un peu, là, c'est devenu un geste qui a été utilisé par les racistes, la suprématie blanche. On ne peut pas se permettre d'avoir un signe qui est partial. Il faut qu'on ait quelque chose d'impartial. On est allé en consultation en interne, externe, puis on va se créer un signe. Est-ce qu'il va y avoir de la résistance lors de la transition? Absolument. Le 27 novembre, on va avoir la rencontre avec les familles. Ce sont les familles. Je suis très ému de vous l'annoncer aujourd'hui. Les familles des policiers qui sont morts en devoir. On a réussi à reculer. Le 27 novembre, il va y avoir les chefs de police depuis les années 80-90. Il va y avoir les familles. Il va y avoir, depuis 1970 ou 71, des familles qui vont venir à la cérémonie de l'inauguration du nouveau signe. Personne n'y croyait, M. Quentin. Il n'y a personne au Canada qui voulait y toucher. Et pourtant, on est en train de le faire. Et j'ai dit qu'on va passer en transition. Je ne suis pas du style de personne qui est dans une culture de sanction, mais je suis beaucoup plus dans une culture d'apprentissage et de faire vouloir les gens, et non pas le faire pour eux. Donc je vais les faire cheminer. Puis la plupart des policiers me disent, M. Daguerre, quelques-uns le portent encore, on le porte en attente du nouveau signe. Je dis, OK, ça s'en vient. Donc il y aura une transition. Mais ça, il n'y a personne qui aurait pensé. Immersion des policiers et des recrues, toutes les recrues du SPVM. Quand vous y pensez à la stratégie, 300 à 350 recrues par année. Pendant les 5 prochaines années, ça nous donne 2000. Environ 1700 à 2000 recrues. J'ai 2700 patrouilleurs. Donc, en 5 ans, la grande majorité de la patrouille va avoir passé à travers Immersion. Notre ambition, qui est dans 5 ans après... Immersion, rappelez-nous exactement Immersion, de quoi il s'agit. c'est 5 semaines dans la communauté, en civil, pas d'uniforme, pas d'armes, aller comprendre les codes des personnes les plus vulnérables, les plus isolées, aînés, jeunesse, communauté ethnique, culturelle, santé mentale, itinérance. Mais c'est ça qu'on vit au quotidien. Alors, je voulais que mes policiers le comprennent. Ça, aussi rapidement. Un autre geste très rapide. Là aussi, je suis ému. On parle de Montréal qui a environ 40-45% de minorités visibles ethniques à Montréal. Regardez,
on vient d'annoncer, le 29 octobre, 25% du recrutement du SPVM, c'est des minorités visibles, ethniques et des femmes. 25%? 25%. Mais c'est Avant, jamais c'était vu, du ça. 8%. Donc, est-ce qu'on est content du mouvement? Mais oui, extrêmement fier, très ému que toute l'équipe entière a embarqué dans le mouvement. Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Oui. Est-ce que ça nuit à votre recrutement, certaines de ces initiatives-là? Je pense à l'immersion, par exemple. Je pense au changement de sigle. Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Ah ben moi, là, quand je vais sortir de l'Institut de police de Nicolet, au lieu d'aller au SPVM, là, ça me tente pas ces affaires-là, je vais aller à la SQ ou je vais aller dans un autre corps de police. » C'est exactement les drapeaux que les gens m'ont dit. Il dit « Fadi, tu vas voir, on va être beaucoup moins attirant qu'un service de police qui est beaucoup plus dans la répression, dans la militarisation des forces policières. » Je dis, savez-vous quoi? Faisons le pari. Mais M. Quentin, on a fait le pari. Présentement, Nicolette nous permet, malheureusement, puis je comprends, il y a tellement de corps de police qui veulent avoir du recrutement, il nous permet 300 à 320 recrues. Savez-vous combien de CV j'ai en attente? Combien? 420. Donc j'ai 100 CV de plus. Il y a quelque chose qui se passe. Pourtant, puis je suis pas tout à fait en désaccord. Beaucoup plus stressant à Montréal, beaucoup plus couvert médiatiquement. Ça coûte plus cher de vivre à Montréal, ou même rentrer dans le trafic à Montréal. Il y a plein d'inconvénients et pourtant, 100 CV de plus. Je suis convaincu que les jeunes policiers et policières, lorsqu'on leur parle, pour nous, on se déplace beaucoup. Mon équipe de recrutement, c'est quand même, on va à Nicolette. On va même faire des conférences à Québec et au cégep allemand pour leur expliquer qu'est-ce que vous viendrez faire à Montréal. On s'assoit avec eux et on leur explique, voici la mission, voici qu'est-ce qu'on a besoin. Si ce qu'on vous dit ne vous intéresse pas, je vous demande une seule chose, n'appliquez surtout pas à Montréal. Je ne veux pas vous avoir. Si ce que je vous dis vous intéresse, je m'attends, s'il vous plaît, de vous appliquer à Montréal. Il y a quand même une centaine de CV de plus et pourtant tout le monde dit non, Montréal n'attire pas. C'est pas vrai. On va finir cette année pour la 2e année consécutive avec entre 50 et 80 policiers honnêtes après les démissions, après les retraites et les radiations. Par contre, une petite parenthèse, tout n'est pas bleu, tout n'est pas beau. On a encore trop de démissions. Et on a fait des entrevues de départ. La grande majorité veulent retourner dans leur patelin. Ça nous fait très mal. Il faut qu'on trouve une solution là-dessus. Mais ils veulent retourner dans leur patelin. Pourquoi? Est-ce que c'est lié au travail de policier à Montréal ou c'est lié à la circulation automobile, par exemple, traverser le pont le matin? C'est plus loin que ça. Ils veulent vraiment retourner dans leur communauté, chez les parents, dans les familles, éduquer leurs enfants proches de leurs grands-parents, les beaux-parents. Et je le comprends, ça. Et je peux comprendre quelqu'un qui vient de la Gaspésie, qui a fait 3-4 ans et qui trouve ça trop dur, son immigration à Montréal, il veut retourner dans ses racines. Et ça, c'est difficile de compétitionner avec ça. Ça peut être un choc là, quand on n'est pas habitué à la grande ville de Montréal. C'est pas peut-être, c'est un choc. C'est un choc. Monsieur Daguerre, je regarde votre parcours, là, où vous en êtes rendu aujourd'hui. Vous êtes en train de mettre des changements importants en place au service de police de la ville de Montréal. L'histoire est connue, mais j'aimerais quand même que vous la racontiez de nouveau. Vous avez commencé vraiment, vous étiez étudiant à l'UQAM, vous étiez étudiant en sciences de la gestion, puis vous aviez une petite job là, pour pallier les fins de mois dans une lunetterie bien connue, Grèche-CAF. Racontez-nous ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous aviez quel âge? Moi, je suis arrivé en 1985. Je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais mes parents sont d'origine libanaise. Donc, j'arrive avec 2 valises. Mon frère et moi, on est tout seuls. On s'installe et tranquillement, pas vite, on commence à travailler chez Cégep Bois-de-Boulogne, puis par la suite, l'UQAM. Et j'ai fait toutes sortes de besognes, toutes sortes. Emballeur de pizza, emballeur de chez Métro, livreur de pizza, livreur de médicaments, et à un moment donné, creuseur de piscine, chez la piscine Trévis. Et j'ai commencé comme gestionnaire, assistant gérant chez Grèche-CAF au coin de Pile-Sainte-Catherine. Entre un policier, je le regarde, puis la première impression avec son uniforme, il avait une posture tellement respectable. Je dis, waouh, ça a l'air intéressant ton travail. Puis, il m'a offert un Cobra. Un Cobra, c'est? C'est une patrouille de soir, avec lui. Là, je l'ai regardé, je dis, non, mais tu déconnes? Non, je t'invite à venir patrouiller avec moi, tu vas voir, il y a un programme pour les minorités visibles, ça pourrait t'intéresser. J'ai dit, t'es sérieux, je vais aller patrouiller avec toi. Il dit, oui. On a fait une soirée, c'était fini. J'ai rien dit à mes parents. Vous avez eu la piqûre ce soir-là. La piqûre ce soir-là. J'ai rien dit à mes parents parce que j'étais venu étudier et je devais retourner prendre les affaires de mon père. La police était très mal vue au niveau de la communauté libanaise et ivoirienne. J'ai rien dit. Quand j'étais à Nicolette et j'étais en train de finir ma diplomation, j'étais président de la promotion
j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, je pense que j'aimerais ça envisager de devenir policier. Mais je l'étais presque déjà. Voilà. Monsieur Daguerre, vous savez que votre nom est parfois mentionné là, dans la course à la mairie de Montréal. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Écoutez, je vais vous faire une confidence. J'ai pas toujours eu ce rêve-là, mais maintenant je le vis. C'est d'être directeur au SPVM. D'être directeur du SPVM. Pour moi, je l'avais eu en 2015. J'ai pas été choisi comme directeur. Je suis allé à Longueuil. J'ai adoré Longueuil et j'ai cultivé ce désir-là de revenir. C'est arrivé vers la fin et à un moment donné, la ville m'a rappelé. Et là, je me suis dit, Fadi, c'est maintenant ou jamais. Donc, je le vis présentement. Ça fait 2 ans, j'ai encore 5 ans. Donc, je suis sur mon X. Je suis vraiment sur mon X et quand vous l'êtes, vous le sentez. Par contre, l'annonce de départ de notre mairesse, là, j'observe beaucoup. Et je veux juste m'assurer que je puisse avoir les appuis de l'administration pour pouvoir continuer la mission que je me suis donnée. Ça, là-dessus, c'est là où je suis dans ma réflexion, c'est regarder, voir. Parce que quand il y a des grands changements et qu'on est dans une orientation sur laquelle je me suis engagé il y a 2 ans et que j'ai des ambitions de vouloir l'amener de l'avant, c'est sûr que je suis en train d'observer qu'est-ce qui va se passer. Mais pour moi, avec tout respect pour ceux qui se présentent en politique, je sais que c'est un travail extrêmement difficile. Non, j'ai pas un intérêt. Puis vous allez voir. Puis vous savez quoi? Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont dit auparavant. Non, je suis pas intéressé. Puis tout à coup, 2 mois avant, ils sont intéressés. Fait que peu importe ce que je vais répondre, le 5 novembre 2025, vous verrez les noms des personnes, puis vous allez voir que mon nom sera pas là. Ce que j'ai besoin, par contre, c'est de l'aide pour le service de police au niveau de tout ce qui est l'informatique. On est tellement en retard par rapport à Toronto, à Vancouver, au niveau des ressources humaines. Si on me demande est-ce qu'il vous manque des policiers, absolument. J'ai juste 5 policiers en violence conjugale dans une section spécialisée, ça n'a pas de bon sens. Donc, il y a des besoins. J'ai hâte de pouvoir rencontrer les responsables. Candidats également à la mairie, éventuellement. Fadi Daguerre, toujours intéressant de vous parler. Merci de vous être déplacé. Merci de nous avoir visités aujourd'hui. Grandement plaisir. C'était Fadi Daguerre, le chef de police de la Ville de Montréal. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. C'est un douloureux anniversaire aujourd'hui, celui des 1000 jours de guerre en Ukraine. Le bilan humain est absolument terrible. Au minimum, 78 000 morts du côté russe et 65 000 du côté ukrainien. Et là, on compte même pas les dizaines de milliers de blessés, les vies brisées, les drames humains, les exactions en tout genre. C'est un conflit qui est absolument épouvantable. Pour en parler, je reçois avec plaisir un expert, le professeur Justin Massy de l'Université du Québec à Montréal. Professeur Massy, bonjour. Bonjour. Dites-moi, on en sera où dans 1000 jours? Si on se projette à l'avant, est-ce qu'on aura terminé ce conflit-là, selon vous? Je pense que oui, parce que les astres s'alignent pour une négociation au cours de l'année 2025, une négociation de paix. C'est même le président Zelensky qui le dit maintenant, qui voit bien la pression américaine avec l'arrivée, bien sûr, de Donald Trump, qui en a fait un de ses enjeux de la campagne électorale vraiment saillant, vraiment important, et qui va mettre beaucoup de capital politique. On l'a vu d'ailleurs dans les réactions présentement des gens qu'il veut nommer à son cabinet, suite à la décision de Biden de permettre des frappes en profondeur en Russie. Donc, on peut penser que ce momentum-là va gagner du terrain. Le chancelier allemand, Scholz, a déjà communiqué par téléphone avec le président Poutine. Donc, ça s'aligne vers une négociation. Est-ce que ça aura lieu? C'est difficile à dire parce que la Russie de Vladimir Poutine aura intérêt à prolonger cette négociation-là, pas à le faire rapidement pour forcer les États-Unis à émettre encore plus de pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des concessions. Parce que les États-Unis, eux, veulent régler le conflit rapidement, mais la Russie, elle, s'estime capable de poursuivre cette offensive-là tout au cours de l'année prochaine. Bon, professeur Massy, il apparaît de plus en plus clair que l'Ukraine devra faire des concessions territoriales qu'elle se refuse encore actuellement. Tout à fait.
qui est certain, c'est qu'il y aura une forme de partition territoriale, c'est-à-dire céder une partie du territoire qui est soit présentement sous occupation russe, et la Russie voudra même contrôler du territoire qu'elle n'est pas présentement sous emprise de l'armée russe. Ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que les autres conditions qui sont imposées par la Russie vont être rencontrées. Donc, la Russie veut que l'Ukraine soit neutre, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas d'alliés, elle ne joigne pas l'OTAN et qu'il n'y a pas de force de présence de troupes étrangères, européennes ou américaines sur son sol. Et ensuite, elle veut le désarmement de l'Ukraine. Elle veut que l'Ukraine n'ait pas une armée capable de se défendre. Avec, bien sûr, on peut le comprendre, l'intention de pouvoir l'agresser dans le futur, admettons qu'un accord de paix ou un cessez-le-feu, qu'elle serait capable d'attaquer à nouveau face à une Ukraine encore plus vulnérable, sans alliés, sans armes, sans armées pour se défendre. Si ça vire comme ça, c'est une reddition complète et totale. Absolument. Mais si on veut régler le conflit en 24 heures, comme c'est promis le nouveau président américain, qui va bientôt entrer en fonction, il n'y a pas de façon de régler rapidement un conflit, sinon de concéder à l'agresseur tout ce qu'il a demandé depuis le début. Sinon, ça veut dire qu'il faut forcer la Russie à elle faire des concessions, et c'est pas clair. C'est quoi le levier de pouvoir, on va dire en anglais, le leverage qu'on peut imposer sur la Russie pour la forcer à elle faire des concessions dans ses demandes. Professeur Massy, moi je me mets dans la peau des États baltes, par exemple, d'autres États frontaliers de la Russie, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, puis je me dis, si les Alliés abandonnent complètement l'Ukraine, c'est assez inquiétant pour nous, même si on est membre de l'OTAN. C'est extrêmement inquiétant. Et l'autre promesse que les États-Unis de Donald Trump ont fait, c'est qu'ils voudraient que les États-Unis réduisent leur présence militaire en Europe. Donc, que les pays baltes soient encore plus vulnérables parce qu'il y aurait moins de garanties de sécurité de la part des États-Unis en cas d'agression russe sur leur territoire. Et là, il faut mettre en contexte qu'il y a des soldats canadiens en Lettonie, un des 3 pays baltes. Le Canada a à peu près un peu plus de 1000 soldats présentement. Ça devrait monter jusqu'à plus de 2000 en 2026 si on trouve les troupes pour ce faire. Et le Canada se met dans une position un peu vulnérable parce que ces troupes-là sont trop peu nombreuses pour vraiment défendre la Lettonie contre une agression russe. Et on n'a pas, au Canada, nous, investi suffisamment pour avoir la capacité de renforcer ce contingent-là ou même de lui donner l'équipement nécessaire pour mener sa mission. Bon, vous en parlez justement, le fait qu'on n'investisse pas assez dans notre armée, ça risque de devenir un enjeu prioritaire dans les relations entre le Canada et les États-Unis. On sait que Donald Trump exige que les pays de l'OTAN fassent leur part, qu'ils consacrent au moins 2% de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires. Pour le Canada, ça signifierait des milliards et des milliards de dépenses supplémentaires. Est-ce que vous pensez que M. Trump va mettre une pression absolument implacable sur le Canada pour qu'on augmente nos dépenses militaires? Je pense que oui, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises pendant sa campagne électorale et se targue d'avoir réussi à faire forcer les Européens à augmenter leur budget militaire et va plus loin que la cible du 2 %. Donald Trump émet parfois la cible de 3 % et ce targue, il aime vraiment avoir cette idée de faire des deals, de forcer les autres à faire des concessions. Alors, on peut penser que ce sera le cas vis-à-vis du Canada, d'autant plus que le Canada a théoriquement un plan d'atteindre le 2 % pour 2032, ce qui est très tard, surtout qu'on ne sait pas comment on va l'atteindre, on a juste donné une date comme ça, et que ça n'aura pas lieu pendant le mandat de Donald Trump. Ça aurait été beaucoup plus intelligent de dire que le Canada l'atteindrait pendant que Donald Trump est président, qui peut se dire, regardez, moi j'ai réussi à forcer les Canadiens à investir dans la défense. Mais c'est beaucoup d'argent. Selon le directeur du parlementaire du budget, ça voudrait dire de doubler les budgets militaires du Canada. Et le problème au Canada, c'est que même si on donnait des grands chèques au ministère de la Défense nationale, à chaque année, il ne réussit pas à dépenser son argent parce que notre processus d'acquisition est dysfonctionnel. Alors, il y a ce problème-là également qui se pose au Canada. Comment dépenser plus dans ces conditions actuelles? Ça va être très difficile et puis il y aura un impact, bien sûr, sur le budget fédéral aussi, là. Tout à fait, parce que, Justin Trudeau, on le sait, au cours des 10 dernières années, les déficits n'étaient pas un enjeu, mais il a investi ces déficits-là dans les programmes sociaux. Et c'est difficile de couper les programmes sociaux. On peut penser, par exemple, à l'arrivée potentielle du chef conservateur Pierre Poilievre, voudra rééquilibrer le budget. Habituellement, dans le passé, ce que Jean Chrétien a fait quand il a équilibré le budget, c'était couper le budget de la défense nationale, pas les programmes sociaux autant. Et on peut penser que ça pourrait être la même chose de Pierre Poilievre parce que c'est pas lui officiellement engagé à dépenser 2 % du PIB en défense. Il est resté très vague dans ses prononciations publiques. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels M. Poilievre reste vague, notamment ses positions vraiment claires et précises sur l'immigration et sur tout ça, le budget de la défense. Il y aura certainement des précisions à nous donner au cours des prochaines semaines. Professeur Massy, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Au revoir. À une prochaine. Justin Massy est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'UQAM et co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin.
réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Quand je me retrouve sur un plateau de cinéma, à chaque fois pour moi, il y a quelque chose de sacré qui se passe. Parce qu'au début, il n'y avait rien. Mais il y a quelqu'un qui a eu une idée. C'est la nuit, on est dans les montagnes en Haïti, et là, tout d'un coup, un cri. Puis on s'est mis à y réfléchir à plusieurs. Là, j'ai pas tout à bâtir parce que tout existe. À la fin de cette journée-là, je me suis dit, OK, on a un film. Catherine, c'est la bande-annonce d'une très belle série télé qui s'appelle « Dans un cinéma près de chez vous ». Oui, c'est la 2e année qu'on la présente. C'est animé par Karine Vanasse qui est avec nous. Bonjour, Karine. Bonjour à vous deux. Salut. En fait, là, c'est comme un film sur le cinéma Disney. Oui. C'est un spécial d'1h30. Oui, puis ça a un titre de film, Dans un cinéma près de chez vous. Ça évoque directement les salles de cinéma. Dis-moi, Karine, avant qu'on parle justement de cette émission spéciale, est-ce que toi, tu vas voir le cinéma en salle? Ben, c'est drôle parce que je trouve que comme spectateur, c'est vraiment important d'assumer le type d'expérience en salle qu'on aime. Tu sais, comme moi, par exemple, je sais que ce que j'aime le plus, c'est un cinéma d'après-midi où je sais que j'ai l'impression comme de voler un temps. Je peux pas tout le temps faire ça, là, mais c'est des moments que je préfère. Quand je suis dans une salle puis que j'ai l'impression que je devrais pas être en train de regarder un film au cinéma en ce moment, mais c'est ça que je suis en train de faire. Chez toi, Catherine, tu dis ça souvent, là, d'avoir des visionnements le matin, l'après-midi. Mais c'est ça, je trouve que, tu sais, faut tellement se permettre d'être bien disposé quand on regarde un film. Ça fait toute la différence souvent dans notre façon de le recevoir. Mais je pense vraiment que l'émission, comme elle l'avait fait l'année dernière aussi, nous rapproche vraiment de c'est qui les artisans dont on voit les films. Tu sais, souvent, les acteurs parlent des films qui sortent en salle, mais là, de se rapprocher des réalisateurs, des scénaristes, de se retrouver à l'étape du montage, à l'étape même de la recherche. Quand on a une idée, c'est une chose, mais c'est avec Simon Boulris, par exemple, qui veut s'inspirer de l'histoire d'amour entre Michel Louvain et Mario Théberge, une histoire d'amour qui a été vécue dans le secret. OK, il va écrire un scénario là-dessus, mais là, OK, il faut fouiller dans des archives, il faut accumuler de l'information. Donc, vraiment, de retrouver ces créateurs-là à différentes étapes du processus de création d'un film. Est-ce que tu sais si l'émission de l'année dernière avait directement motivé des gens à se diriger vers les salles de cinéma? Moi, c'est une émission dont on m'a énormément parlé. Mais en plus, pas juste des gens du milieu non plus, mais quand les gens m'en parlaient, tu sais, c'est le genre d'émission que beaucoup ont rattrapé sur Tout TV aussi. Tu sais, il y avait des moments qui ont été bien touchants. Tu sais, je sais que ma rencontre avec Kim Thuy, entre autres, où on visionnait Rue avec les membres de sa famille, avait beaucoup touché. Tu sais, il y a encore cette année, c'est comme plein de moments inédits, mais très privilégiés. Je trouve qu'on a la chance de vivre avec les créateurs des moments un soir de première, la fébrilité de Gildor Roy avant de présenter La Petite et le Vieux, entre autres au public de Québec. Mais je trouve qu'on finit par comprendre encore mieux qu'est-ce qui fait en sorte que ces films-là, quand ils sortent, ben, c'est quoi l'émotion qui est autour de ça. Mais oui, c'est ça, on m'en a parlé beaucoup. Puis juste pour mon propre, sur l'effet que ça a eu sur moi, l'année dernière, on est allé sur le plateau de Mademoiselle Bottine, entre autres. Puis c'est juste la façon dont Antoine Bertrand parlait de la jeune Marguerite, la jeune actrice. Tu sais, là, je sais que c'était la première hier soir. Le film sort la semaine prochaine, mais tu sais, juste ça, moi, mon attachement est bien différent cette année. Puis je sais que ça a eu cet effet-là chez plusieurs spectateurs aussi. Je pense que ce rapport-là entre se faire parler d'un film qui s'en vient avec des histoires personnelles, des fois c'est Sophie Doras, par exemple, puis qui nous parle d'une scène de Berger qui est en salle là, en ce moment, mais d'un moment qui n'était pas écrit au scénario, mais qui est la naissance d'un agneau. L'acteur est là, OK, bon, on continue de faire vivre la scène. Fait que quand on entend parler de ces petites choses-là, quand on voit des créateurs se questionner, être vulnérables aussi, je pense que oui, effectivement, ça donne le goût après ça quand on entend parler du film des mois plus tard, ben on a l'impression qu'on en fait déjà un peu partie. C'est difficile de ne pas ressentir ton enthousiasme, Karine, quand tu parles de la série, mais toi qui as tellement une vaste expérience dans le milieu du cinéma, tu as tenu des grands rôles, c'est une industrie que tu connais à fond. Est-ce que tu découvres encore des choses avec cette série? En fait, c'est pas nécessairement que c'est comme si je redécouvre qu'est-ce qui me touche puis que je trouve tellement beau puis magique de cette industrie-là, mais des gens qui la font, en fait. Moi, de voir des créateurs qui ont peur, mais qui y vont quand même, qui choisissent de se mettre de l'avant. On est allé à la rencontre de réalisateurs, entre autres acadiens. Leur cinéma a une réalité complètement différente. Le financement n'est pas pareil. Ça passe beaucoup par l'ONF, entre autres. Ça fait une chance que l'ONF est là pour eux. Mais tu sais, de voir des créateurs qui parfois mettent leur propre histoire vraiment sur table, puis qui se rendent
qui vivent avec ces histoires-là, des fois aussi, que ce soit la leur ou celle de d'autres aussi, mais pendant des années, parce qu'ils ont la conviction que cette histoire-là mérite d'être racontée. Le défi pour certains aussi, de raconter une histoire quand ils ont l'impression qu'on parle pas d'eux assez, de pas se voir dans le cinéma au Québec aussi, puis à un moment donné, de dire, ben là, je vais arrêter d'attendre de me voir à l'écran, je vais la raconter, moi, l'histoire qui me représente moi, puis qui représente sûrement beaucoup d'autres au Québec aussi. Donc, l'importance de se voir vraiment à l'écran aussi, puis pas juste l'importance en termes de le devoir de se voir, mais de l'impact profond que ça a quand tu as l'impression que qui tu es, puis l'histoire que tu portes, ben elle mérite d'être entendue, vue, puis reçue par d'autres aussi. C'est vraiment fort. Fait que moi, c'est vraiment disons que je redécouvre mes propres motivations, puis il y a un sentiment de fierté aussi quand même quand on plonge dans le cinéma d'ici. Tu sais, c'est pas partout où ils ont la chance d'avoir un cinéma comme on l'a ici. On pourrait ne pas toujours l'avoir aussi, mais là, en tout cas, il est là, puis je trouve que toutes les opportunités qu'on a de se ramener à l'attachement qu'on a à la culture d'ici via notre cinéma, si je peux faire partie d'une émission qui met ça de l'avant, je vais être bien heureuse. Mais Karine, c'est drôle, je regardais l'émission de 90 minutes parce que il y a 16 productions quand même, c'est beaucoup de films. Et ça a été filmé à différents moments de chaque film. Puis je connais quand même ton emploi du temps, pas par cœur, là, mais je te stalk pas. Mais tu sais, je sais que tu es occupée. Puis je me suis demandé, sur le plan de la production, ça devait quand même te demander beaucoup de te libérer à un certain moment précis de la production du film. Ben en fait, là, tu sais, juste mon horaire à moi, mais même l'horaire des productions aussi, là, tu sais, on peut pas débarquer n'importe comment non plus. Fait que c'est sûr qu'en termes d'organisation, là, ce projet-là, là, il est porté là par Jocelyn Lebeau, puis Fred Nassif, puis toute l'équipe chez Pamplemousse, là, c'est fou. Tu sais, c'est un petit miracle que ce projet-là existe. Puis oui, effectivement, c'est vrai, Catherine, tu as raison. Tu sais, si je regardais mon horaire, disons, au printemps, puis je me disais, est-ce qu'il y a de la place pour dans un cinéma près de chez vous? Ben non, il y en avait pas vraiment. Mais tu sais, j'en parlais avec mon agente, puis l'année dernière, ça avait été, je sortais des rencontres, là, puis c'est pas rare que je laissais des messages aux filles à l'agence en disant « Hey, c'est ému aux larmes ». Puis même encore maintenant, je fais des entrevues, puis tu sais, je suis vraiment... On dirait que c'est facile, comme spectateur, comme Québécois, c'est facile d'oublier ça, mais il y a vraiment la chance puis la richesse qu'on a entre nos mains d'avoir ça. Tu sais, moi, je travaille au Canada anglais aussi. Là, la richesse du cinéma que les gens voient en salle de chez eux n'est pas vraiment là. Tu sais, fait que on a eu la chance de la bâtir, cette industrie-là. Dans l'émission, tu sais, on rencontre un Fernand Dansereau, par exemple, qui vient de réaliser son plus récent film. Lui, il dit que c'est son dernier, à 96 ans. Tu sais, pendant l'entrevue, il y avait Michel Nanto qui était là aussi, qui le regardait avec une admiration, puis qui me disait, tu sais, mais réalises-tu, c'est qui cet homme-là, qui a fait partie des pionniers au Québec, tu sais, pour la bâtir, cette industrie-là aussi. Fait que, non, moi, c'est une émission qui, égoïstement, mais personnellement, ça me fait vraiment du bien de me reconnecter à ces créateurs-là. Au-delà du produit final, c'est le fun quand le film est bon, puis qu'il nous touche, mais de te connecter à la créativité, à l'audace que ça représente, au courage. Je trouve ça magnifique. Karine, est-ce que tu estimes que notre industrie cinématographique est en bonne santé? Elle a plein de défis, ça c'est certain. On en entend beaucoup parler, mais tu sais, les occasions qu'on a de juste c'est ça, célébrer le fait qu'elle existe, reconnaître le fait que différents styles doivent exister aussi pour rejoindre un public large. Je veux dire, je fais quand même partie. Oui, j'ai commencé avec Emporte-moi, mais je veux dire, je pense que mon troisième film c'était quand même Séraphin. J'ai vu l'impact d'un film qui fonctionne en salle, à quel point c'est fort quand les gens se déplacent en masse, d'un public différent aussi. Tu sais, c'est ça, le Mademoiselle Bottine qui sort la semaine prochaine. Là. Je veux dire, moi, Coco Ferme, quand c'est sorti il y a quelques années, puis que j'ai vu les productions La Fête qui revenaient, puis que là, je vois que, OK, là, il arrive avec Mademoiselle Bottine maintenant. Je connais l'importance que ça a eu pour moi, les Contes pour tous, à l'époque, petite. Il y a des acteurs que j'ai rencontrés, que j'ai découverts dans ces films-là, qui sont devenus. Je veux dire, Xavier Dolan dans La Forêt suspendue. C'est vrai. Mon lien existait avec lui par ce genre de projet-là aussi. Fait que, tu sais, il ne faut pas sous-estimer non plus l'importance du cinéma jeunesse et ce que ça sème pour les années à venir aussi. Là. Bien, Karine, on va regarder ça avec enthousiasme. C'est présenté ce samedi 23 novembre à 20h à ICI Télé. Et il y aura juste après En direct de l'univers. Ben, tu vois, fait que tu peux pas avoir meilleure locomotive pour le cinéma québécois. Et puis, ben merci de toi d'être comme ça avec le cinéma québécois parce que tu nous donnes envie d'aller, de se déplacer puis d'aller voir nos films en salle. Ah, ben tant mieux, mais au moins d'en être conscient puis d'en être curieux. Déjà, ça, c'est beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Merci, Karine.
Merci à vous deux. Bye. Salut, c'était Karine Vanasse. Oui, puis tu vas voir, Philippe, tous les films de l'année prochaine qui vont sortir, il y a un petit bout de ça. Fait que c'est le fun. Ah, ça pique ma curiosité. C'est un très, très beau concept. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Comment réagissez-vous si on vous accueille en anglais dans un commerce au Québec? C'est la question qu'a posée l'Office québécois de la langue française à plusieurs répondants et les résultats sont étonnants. Là, 1 Québécois sur 3 est tout à fait indifférent lorsqu'il n'est pas servi en français. Et chez les plus jeunes, c'est encore plus marqué ce sentiment. On apprend que dans la génération des 18-34 ans, 32% là, acceptent ou en fait sont indifférents. Ou je vais reprendre ça. Il y a tellement de chiffres, je veux qu'on soit très, très clair. Alors, dans les 18 à 34 ans, 32% ont un sentiment négatif si on les accueille dans une autre langue que le français, alors que chez les 55 ans et plus, c'est beaucoup plus marqué, c'est 54% qui ont un sentiment négatif. Alors, pour commenter tout ça, je reçois avec plaisir notre ami Biz, chroniqueur à l'émission. Biz, vous le savez, c'est un amoureux de la langue française. Biz, comment tu réagis à ces chiffres-là? Tu l'as dit, hein, si je suis amoureux de la langue, ça me peine quand on est indifférent, mon amoureuse, en fait, dans le sens où moi je vois ça. Ce sondage-là, ça me surprend pas. Malheureusement, j'habite à Montréal depuis 30 ans et on est passé à Montréal de « Sorry, I don't speak French » à « What » puis à genre rien pantoute. C'est comme, alors il y a un désintérêt, vraiment, je pense qu'on peut dire ça comme ça, pour cette langue-là dans l'espace public, puis c'est un cercle vicieux, parce que si la langue est plus nécessaire, on l'apprend pas, puis si on l'apprend pas, elle est plus nécessaire. Puis c'est une langue qui est plus nécessaire, elle devient inutile, puis elle disparaît. Si on donne le choix aux gens entre l'anglais et le français, ils vont pas choisir le français spontanément. Ils arrivent de n'importe où dans le monde, ils parlent déjà leur langue, plus quelques trucs en anglais. Apprendre une troisième langue en français, c'est compliqué. Alors, si c'est pas nécessaire pour eux, pour travailler ou pour commercer ou pour interagir dans la sphère publique, si ça fonctionne en anglais, c'est la pente la plus naturelle, alors on va aller vers l'anglais. Biz, moi, ce que je trouve le plus inquiétant, c'est la réaction des jeunes. Les 18 à 34 ans sont quand même, il y en a 38% qui sont indifférents si on les accueille dans une autre langue que le français. Là, dans les différentes catégories d'âge, là, on s'est segmenté en 3 catégories d'âge, les 18-34 ans, les 35-54 et les 55 et plus. Plus on est jeune, plus on est indifférent si on est accueilli dans une autre langue que le français. Oui. Par contre, si tu as le sondage sous les yeux, corrige-moi si je me trompe, mais les jeunes sont les plus surpris quand ils sont pas accueillis en français. C'est vrai. Alors, ça les surprend, donc ça veut dire qu'ils s'attendraient à ce qu'on les serve en français. Mais ça les surprend, mais ils s'en foutent. C'est ça, parce que la ligne qu'on écrit là, pour le sondage, c'est surprise sans plus. Donc, c'est pas surprise avec colère ou surprise avec rage ou peu importe. C'est surprise, on est surpris, mais c'est tout, ça s'arrête là. Oui. Puis, tu sais, il y a quelque chose de typiquement québécois à être gentil. Tu sais, les Québécois, là, pas de chicane dans ma cabane, puis nous, on aime ça parler anglais quand on va dans le sud, puis en Floride, puis on veut pratiquer notre anglais, mais on n'accepte jamais que les autres pratiquent leur français, par exemple. C'est ça aussi qui est désolant. C'est-à-dire que souvent, quand on entend quelqu'un qui parle français avec difficulté, nous, on switch en anglais sous prétexte de l'accommoder. Mais l'accommoder, c'est lui permettre de pratiquer cette langue-là. Non seulement de la pratiquer, mais de la féliciter aussi. Moi, quand j'entends un immigrant ou un anglophone ou quelqu'un qui vient, en tout cas quelqu'un qui me parle anglais, puis je comprends que c'est pas sa langue maternelle, que ça soit dans une transaction au téléphone, au restaurant, ou n'importe où, je le félicite pour parler français. En passant, vous parlez très bien français. Et souvent, il y a une réaction de surprise, de fierté, et c'est en valorisant ces comportements-là qu'on va les renforcer. Si je me mets à parler en anglais avec cette personne-là, dans l'indifférence la plus totale, justement, à quoi bon s'esquinter sur les participes passés si de toute façon on me comprend dans l'espace public? Puis la question des jeunes,
évidemment, encore là, rien de surprenant. Ils baignent, je veux dire, ils ont un cerveau immergé. Tu sais, nous, quand on était plus jeunes, à Québec, en tout cas, moi, j'ai grandi avec Passe-Partout et des Oraliens pendant très longtemps, jusqu'à temps que je découvre les Simpsons puis Metallica. C'est là que j'ai appris l'anglais. Alors maintenant, les enfants, rapidement, dès leur jeune âge, dès que tu leur mets un écran dans les mains, l'écran en question, il est majoritairement en anglais. La musique, les vidéos, la langue est aussi portée par la culture, est portée par les films, est portée par les chansons. Majoritairement, tout ça se passe en anglais maintenant. Alors encore là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une langue, c'est pas juste pour acheter un sac de chips au dépanneur au centre-ville. C'est que ça sous-tend et ça porte une culture, ça ouvre la porte. Donc, quelqu'un qui arrive au Québec puis qui parle pas français, faut juste s'imaginer, j'arrive en Allemagne, puis je vis à Berlin sans parler allemand. Mais qu'est-ce que je vais comprendre de l'Allemagne? Quel va être mon regard sur l'Allemagne si tout ce que je lis est en anglais, sans avoir accès à la langue allemande et donc à l'histoire, à la culture? Quand on projette ça sur un autre pays, genre, je m'en vais en Colombie, puis je passe 20 ans là sans parler espagnol, quand on se dit ça, ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est inimaginable. On dirait, ben, cette personne est donc bien fermée, donc bien repliée, tout ça. Alors qu'ici au Québec, c'est quand on défend le français qu'on se fait traiter de replié. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'il y a deux langues. Il y a deux langues qui cohabitent, puis j'en ai parlé dans une chronique. Quand l'une avance, l'autre recule. Il y a un rapport de force politique dans l'espace public. Il y a une lutte pour ces deux langues-là. Et ces luttes-là, elles datent d'une conquête militaire, elles datent d'une conquête politique. Et ils sont en lutte, ces langues-là. Puis sans nécessairement dire on descend dans la rue avec des armes, c'est pas ça l'idée, mais c'est de dire il faut toujours bien que notre langue à nous, dans l'espace public, on la fasse exister. Avec le sourire, ça veut pas dire qu'on engueule le monde quand on veut se parler en français. Moi, je me fais jamais parler en anglais. Ben, je ne parle jamais en anglais à Montréal quand je commerce. Puis si jamais tu me parles pas en français, tu n'auras pas mon argent. Tu sais, le plus grand pouvoir qu'un citoyen a, c'est son pouvoir d'achat. C'est vrai. Bien dit, Biz. Quand même des chiffres qui sont un peu inquiétants. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, à vendredi. Oui, tout à fait. À vendredi.